Hey! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. J'ai profité de début septembre pour aller en France et profiter du temps avec ma famille, donc du coup j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Et en fait ça fait un bail que je vous ai pas sorti de vidéo sur le thème de la rentrée. Je voulais vous faire des vidéos pour cette rentrée, en commençant par des lookbooks, mais je me suis dit que d'abord discuter de moi, ce que j'ai appris à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à mes 25 ans et ce que j'aurais aimé entendre de la part d'une grande sœur quand j'en avais 15, 16, 17, 18, 19, 20. En vrai, je suis peut-être un quart de ma vie. En général, on vit jusqu'à presque 100 ans. 80, 100 ans, voilà, peut-être j'abuse un peu. Mais là, je suis à un quart de ma vie et je vais vous dire ce que j'ai appris en un quart de ma vie et ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne si je les avais pas appris à travers mes parents et à travers mes expériences de vie. Vous voyez pas? Déjà, je vais vous donner un petit contexte de vie. Moi, du coup, j'ai commencé YouTube quand j'en avais 19 et j'ai commencé le parcours que j'ai sur Internet quand j'en avais 18. J'ai commencé ces deux choses-là à mes 18 et mes 19 ans parce que c'était la première fois où je me suis acheté un téléphone et c'était la première fois où je me suis acheté un ordinateur. Je voulais être sûre de commencer mon parcours sur les réseaux sociaux avec le bon matos. J'avais travaillé 2-3 étés de suite et pendant les vacances, je me souviens, j'avais travaillé à la blanchisserie interhospitalière. Voilà, je prenais le linge comme ça et je le mettais sur des cintres et je l'envoyais, c'était en usine, il faisait super chaud en été, 2 fois plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en hiver pareil, il faisait super froid, 2 fois plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait tellement de bruit qu'on était obligé de porter des bouchons d'oreilles et on n'avait pas le droit de s'asseoir, donc je vous dis pas. Voilà, sachant qu'en plus moi j'ai un kyste au poignet à cause de mes études de couture, parce que parlant des études, j'ai fait des études de mode et donc du coup j'ai passé 5 bonnes années de mes études en fait à coudre et ça m'a fragilisé le poignet. Comme on avait de grosses épreuves et j'ai un kyste au poignet. Bref, anyway. Voilà, ce qui fait que maintenant je suis un peu handicapée et ce qui fait que le travail même que je faisais à la blanchisserie, il a commencé à m'handicaper aussi en fait. Dans le sens où au départ c'est comme si vous avez un bleu dans le poignet et après vous commencez à ressentir que le sang passe plus. Et après je perds un petit peu ma motricité de ma main. Donc en fait après ça, moi j'ai fini mes études, j'ai fait encore 2-3 jobs à droite à gauche. Je suis partie en Corée du Sud pour faire des études de langue en institut de langue à l'université. J'ai fait pratiquement 2 ans ou 2 ans et demi, je me souviens plus trop, d'études de langue. J'ai fait jusqu'au niveau 5, sachant qu'il y a 6 niveaux. Puis à la fin de mon cursus de langue, j'étais censée reprendre les études de mode, mais en Corée du Sud. Mais en fait, ça coûtait tellement une blinde qu'en fait je devais m'endetter, commencer des études. Franchement déjà c'était assez dur financièrement à ce moment-là, donc j'ai décidé de prendre le risque d'arrêter, même si je sais pas où ça allait, parce que j'adorais ce que je faisais sur YouTube, j'adorais les vidéos que je faisais, j'ai vraiment pris goût toute la période en fait où j'ai fait YouTube à ce métier, au montage, à l'écriture, au tournage, j'ai vraiment pris goût à tout ça. En fait j'ai réalisé que ce que je faisais sur internet ça servait à quelque chose, qu'il y avait une audience pour le regarder et que du coup je devais m'impliquer d'autant plus, et qui dit impliquer d'autant plus dit que les études ça devenait de moins en moins compatible, sachant que les études me prenaient aussi beaucoup de temps et du coup ça m'empêchait de m'investir à 100% sur YouTube et par conséquent financièrement c'était aussi compliqué parce que ce qui me fait vivre de ma chaîne aussi c'est le fait que j'ai des collaborations sur mes vidéos et je peux pas avoir de collaboration si je bosse pas mes contenus comme j'en ai envie en fait, ça allait être un peu compliqué. Du coup pour trouver le juste milieu, j'ai décidé de stopper mes études, je sais pas où ça allait m'emmener. Moi de toute façon la Corée j'y étais pour les études, je me voyais pas vivre là-bas longtemps. Je me demandais aussi souvent pourquoi j'avais quitté la Corée, juste parce que en fait ça y est, j'ai fini ce que je voulais faire en Corée en fait tout simplement. Moi j'y étais pour les études, j'ai jamais projeté de vivre là-bas, d'avoir des enfants, de faire une famille là-bas, ça n'a jamais été mon cas. Je me suis toujours vue vivre ailleurs, mais dans un pays qui me ressemblait plus au niveau valeur et au niveau peuple aussi. Puis on va pas se mentir, c'est un peu un alien en Corée du Sud, voilà c'est un peu compliqué quand vous êtes musulman, quand vous portez le foulard, enfin c'est compliqué d'être un alien dans un pays toute sa vie et donc par conséquent il était temps pour moi en fait juste de fermer la page de la Corée et c'est pour le mieux puisque je suis venue m'installer juste après aux Émirats et je suis très heureuse, très satisfaite de ma vie ici et je suis très contente franchement. Alors en plus de ce que je fais sur YouTube, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études en mode parce que j'ai toujours été sensible à ce milieu, c'est un milieu que j'ai toujours apprécié. Et au cours justement de mon parcours, de base moi je faisais des études de mode dans la couture, le design et la haute couture. Et par conséquent je gérais tout ce qui est logiciel, tout ce qui est couture, tout ce qui est matière. Donc par conséquent aussi c'est un milieu que j'ai étudié et que je connais très bien. Et je m'étais dit que bien évidemment ce que j'ai appris ça va pas être pour rien. Donc j'espère retourner dans ce milieu quand le moment sera venu. Mais en attendant j'avais besoin de vivre ce qui se présentait devant moi. Et c'est vrai que les ateliers, les usines, c'était pas ce qui était devant moi à ce moment-là. Le voyage s'est offert à moi, donc en fait, je m'étais dit que juste je vais profiter de là, je suis en Asie, tiens, je vais profiter, je vais voyager, je suis allée à droite, à gauche. J'ai fait plein de pays en Asie, j'ai tellement voyagé, ça a été tellement bénéfique et je suis tellement heureuse d'avoir fait ça au début de ma vingtaine. Grandir
et se développer avec le voyage, c'est incroyable, d'accord? Incroyable, surtout quand on vient d'un milieu comme le mien. Pour le contexte, moi j'ai grandi en banlieue dans le 95, une grande partie de ma vie, jusqu'à mes 18 ans en vrai. Pour que vous sachiez que j'étais littéralement à 30 minutes de Paris, mais que je suis allée sur Paris que 2 fois dans ma vie. Pour ceux qui viennent de banlieue, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle, ou peut-être pas, parce qu'en vrai maintenant les temps ils ont changé, et ça je suis trop contente parce que maintenant, même les personnes de banlieue, genre elles s'ouvrent au monde beaucoup plus rapidement que nous, à l'époque où il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas 5 adresses sur Paris que vous pouvez faire pour manger, nanani. Il n'y avait pas ça avant. Nous, on n'était pas au courant de ce qui se passait sur Paris, sauf si on était parisiens. Donc du coup, en termes de culture, en termes de découverte, en termes de plein de choses, j'étais très limitée. C'est à partir de mes 18 ans quand je suis partie en école de mode. Et je suis partie en école de mode justement parce que c'est pas parce que j'étais dans cet environnement-là que je savais que c'était l'environnement dans lequel je devais rester. Malgré tout, mon but, il a jamais été de rester dans cet environnement. J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu voir le monde, j'ai toujours voulu prendre des risques. Ça a toujours été dans ma personnalité. J'étais un peu dure même avec moi-même pour réussir un peu tout ce que je faisais parce que je savais que je partais avec des balles dans le pied. Donc j'ai toujours fait mon max. J'ai toujours, comme je vous l'ai dit, voulu voyager. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Ça fait que même le contenu que je regardais sur YouTube à l'époque, je me souviens, je me suis ouverte aussi à la langue anglaise. C'était des vlogs de filles qui portaient le foulard mais à Londres, en Amérique. Et j'ai commencé à voyager tard. Mon premier voyage, je me souviens, je l'avais posté sur YouTube aussi. C'était Amsterdam. Mais dès que j'ai eu un peu d'argent pour moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans des voyages. Et je suis trop contente d'avoir fait ça. Les langues, ça va vous ouvrir un monde dont vous n'avez pas idée. C'est incroyable. Les langues, c'est vraiment un levier pour sortir de l'environnement dans lequel on est et qui nous convient pas. Parce que quand vous parlez une langue, vous avez accès à d'autres mondes. Vous pouvez apprendre des langues avec plein de manières. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai un outil à vous présenter et qui m'accompagne pour cette vidéo, c'est Rosetta Stone. La meilleure manière d'apprendre les langues, c'est de voyager. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a rien de mieux que voyager. Mais on a aussi maintenant nos téléphones. Moi, j'utilise depuis 1 an. Il y a 25 langues différentes sur l'application. Moi, j'ai pu renforcer mon arabe avec Rosetta Stone, apprendre des petites bases de japonais pendant que je voyageais, pu renforcer aussi mes bases en anglais. L'anglais, dans tous les pays, c'est pas le même. L'anglais que j'utilise aux Émirats, c'est pas l'anglais que je peux utiliser aux États-Unis. Moi, je vous le dis. Donc, par conséquent, j'ai perdu un peu de mon anglais. Donc, je fortifie mes bases avec l'application Rosetta Stone. Moi, il y a une langue que j'ai beaucoup envie d'apprendre, c'est le chinois. Parce que le chinois aussi, c'est une langue extrêmement parlée. Ça peut toujours être très intéressant de l'apprendre. Parce que moi, quand j'apprenais le coréen, j'avais beaucoup de personnes chinoises dans ma classe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils parlent pratiquement la même langue en fait. Que si j'avais appris le chinois, je pense que le coréen aurait été beaucoup plus facile pour le coup. Déjà, quand vous ouvrez l'application, vous arrivez comme ça sur le menu et vous allez voir que vous avez unité 1, unité 2, unité 3. Et toutes les unités, en fait, elles correspondent à des thèmes que vous pouvez explorer pour apprendre la langue. Et il y a des thèmes trop intéressants, par exemple, comme la vie et le monde, les lieux et les événements, les choses de tous les jours. Et quand vous cliquez, par exemple, sur un thème, vous avez à chaque fois des leçons que vous allez devoir valider et vous allez avoir un suivi avec ces leçons. En plus de ça, bien évidemment, il y a des catégories d'exercices. Vous avez grammaire, vocabulaire, mais le plus important, la prononciation. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Parce que comme je vous l'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de voyager. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'environnement et que vous pratiquez la langue. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui a la capacité de voyager. Donc avoir l'opportunité de le faire depuis son téléphone avec des mises en situation et des exercices de prononciation, ça c'est trop bien. Là je dois cliquer sur l'image qui correspond aux mots. Ça c'est bien parce que la mémoire visuelle c'est incroyable pour apprendre les langues, ça aussi. Nuigen, je crois que ça veut dire fille. Nuigen. Ouais. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue avec Rosetta Stone ou des nouvelles langues, bien évidemment, je vous le souhaite d'en apprendre beaucoup dans votre vie. Vous avez juste à check mon lien en barre d'infos. Vous avez moins 60% sur l'offre Lifetime. L'offre Lifetime qui vous permet d'avoir toutes les langues disponibles à vie, en illimité, avec un seul abonnement. Choisir mon lycée, ça a été la première décision. Où moi, je voulais aller en études de mode. Parce que je me souviens que même avant même que j'aille en études de mode, même quand j'étais au collège, je cousais déjà, vous voyez les rabayas comme ça là que je porte là, je les cousais moi-même et je les faisais moi-même, je les cousais moi-même parce qu'à l'époque, faut que vous sachiez qu'il n'y avait pas de rabayas stylés. Je suis allée moi-même acheter les tissus et j'avais pas de machine à coudre à l'époque et je les cousais moi-même comme ça à la main. Première chose que vous devez savoir dans la vie, c'est que les amis que vous choisissez, ils vont déterminer votre trajectoire de vie. Moi, à l'époque, quand je disais que je voulais voyager, je voulais voir le monde, je voulais faire plein de trucs, vous savez que quand je disais ça dans le milieu dans lequel j'étais avant, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, les gens ils m'écoutaient parler, ils étaient en mode et ça c'est une phrase qu'on m'a dite, d'accord, là je vous dis des trucs qu'on m'a dit. On me disait non mais tu sais les rêves c'est la nuit. Mais ce qui a fait que ma trajectoire de vie, elle est restée comme ça, grâce à Dieu, j'avais des amis qui pensaient de même.
Mes amis, quand je disais ça, c'était en mode let's go. On va tous se retrouver dans 10 ans, on va pouvoir voyager, nos enfants ils vont se connaître, ils vont parler 10 langues. Nous on parlait comme ça. On parlait comme ça veut dire que c'est pas une idée qui est sortie nulle part. C'est pas le truc qui m'est tombé sur la tête. Depuis que j'ai une raison, c'est toujours ce que j'ai voulu. Et donc en fait, inconsciemment aussi, ça m'a rapproché de personnes qui pensaient pareil. Parce que inconsciemment, quand c'est ce que vous avez en tête depuis le début, vous faites des amis qui vous boostent, qui vous aident. Vous faites des amis qui vous soutiennent. Moi je me souviens que même mes premières vidéos YouTube, mes copines, elles pouvaient être avec moi toute la journée dehors pour m'aider à filmer. Je vous dis franchement, je sais même pas, je pense même pas. Après je dis pas l'avenir, hein. Mais si j'avais pas eu mes amis qui me soutenaient mentalement et physiquement, comme moi aussi je les ai soutenus bien évidemment, dans les moments où en fait il n'y avait aucun espoir pour gagner de l'argent, il n'y avait aucun taf qui me prenait avec mon foulard, pour mes études, pour la réussite de mes études quand je cherchais des stages pareils, s'il n'y avait pas mes amis qui étaient là qui me disaient « ouais mais de toute façon, ils savent juste pas de quoi t'es capable ». Ils veulent pas le savoir, mais c'est pas pour autant que tu vaux rien. Si j'avais pas les amis qui me disaient ça, je sais même pas si... Je sais pas. Mais imaginez si au moment où par exemple je me fais refuser un entretien, que ma copine, elle m'aurait dit ouais mais c'est bon toi aussi, pourquoi tu veux viser là-bas et tout, ça sert à rien, trouve un job à côté à Action, ils prennent les voilés et tout. Imaginez si on m'avait dit ça. Pas dans le sens où c'est mauvais de travailler à Action, mais si on m'avait pas boosté dans mes ambitions et on m'avait dit de redescendre et de revoir à la baisse ce que je voulais dans la vie, je pense pas que ma vie elle aurait pris cette tournure. Et encore une fois, je décide de rien, c'est pas moi qui décide du destin, c'est pas moi qui décide des opportunités qui se mettent devant moi, mais dans un autre monde, ça aurait pu prendre des proportions tellement différentes qu'en fait je peux pas m'empêcher de penser que les amis ça a tellement un rôle dans la manière dont votre vie elle va prendre une trajectoire, et c'est pour ça que c'est super important d'être vous-même. On se fait influencer par les personnes avec qui on traîne, et si on n'a pas des personnes tête sur les épaules, gentilles, humbles, sincères envers nous. Et aussi un autre truc par rapport à ça, quand je vous parlais du fait qu'il y a des gens qui me disaient ouais mais les rêves c'est la nuit, t'as vu on est où là? Et tu crois que tu vas réussir à faire ça? Un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne jamais vous empêcher de vivre par peur d'être blessé, par peur de l'échec ou par peur du jugement. Ne faites jamais ça. Vous empêcher de vivre, ça va juste créer de la frustration que vous allez avoir avec vous toute votre vie, et ça va se ressentir quand vous allez vieillir. Je vous jure qu'après vos 30 ans, ça va se ressentir que vous n'avez pas vécu la vie que vous vouliez avoir quand vous étiez jeune. Et ça, j'en avais parlé dans un TikTok que j'avais posté la semaine dernière. Quand il y a beaucoup de gens, à chaque fois qui commentent en dessous de mes vidéos, oui mais comment t'as fait pour convaincre tes parents que tu voulais partir à l'étranger, comment t'as fait pour convaincre tes parents des études que tu voulais faire? On ne convainc pas les gens. On ne vit pas pour convaincre les gens. À part si vous participez à une élection, on ne vit pas pour convaincre les gens. Et puis même regardez les politiciens. À vouloir convaincre tout le monde, à la fin, ils déçoivent tout le monde. Donc en fait, n'essayez pas de convaincre les gens. Ça sert à rien du tout. Au-delà du fait que vous faites du mal, les autres le sentent, que vous attendez leur approbation. Déjà, ça fonctionne comme ça dans les dynamiques familiales. Les enfants dans la famille sont jamais traités de la même manière. Il y en a toujours un, il vit sa vie comme il veut. Jamais sa mère, elle va lui dire non, arrête de sortir, nanana. Je parle pas du cas où il y a des inégalités garçon-fille. Je parle vraiment du cas où, imaginons, ils sont traités tous à la même échelle, mais qu'il y a toujours un enfant, il fait ce qu'il veut sans que ses parents ils s'inquiètent, sans que ses parents ils lui crient dessus. Il arrive un peu à vivre tranquille. Et il y en a toujours un, peu importe ce qu'il va faire, ses parents ils vont être t'es sûr que tu veux faire ça? Mais pourquoi tu veux faire ça? Mais c'est dangereux, non? Mais nanana. Parce que moi je suis persuadée d'un truc. Sachant que je suis aussi la sœur de quelqu'un, je suis aussi la fille de quelqu'un, vous voyez. C'est un truc que j'ai observé même avec mes parents, parce que vous voyez quand vous grandissez, vous observez aussi les dynamiques familiales de vos parents. Et vous comprenez aussi leur position dans leur famille. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que les parents, ils savent quel enfant ils peuvent juger et quel enfant ils peuvent pas juger. Ils savent quel enfant ils peuvent contrôler et quel enfant ils peuvent pas contrôler. Comment vous appliquez vos valeurs si vous n'avez pas de libre arbitre? Vous les appliquez quand en fait? Si vous êtes toujours chez vous, que vous prenez pas de décision, que vous prenez pas de choix, vous construisez rien, vous êtes juste comme ça parce qu'il va me juger si je fais quelque chose. Vous pouvez pas appliquer leurs valeurs en fait. Je trouve que c'est même l'un des meilleurs moyens d'honorer l'éducation et les valeurs que nos parents ils nous ont données, c'est de prendre les valeurs et l'éducation qu'ils nous ont inculquées et se lancer dans la vie. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais je vous jure que dès l'instant où, au lieu de dire maman est-ce que je peux, et vous allez dire j'ai décidé de faire ces études là, et j'ai hâte de les faire, vous allez voir que même comment ça va changer même la relation avec vos parents, comment ça va l'améliorer. Parce qu'en fait j'ai l'impression aussi que les parents des fois ils testent les limites de leurs enfants. Ils vont voir en fait s'ils vont oser. C'est vos parents, ils vont pas vous détester, vous voyez. Et penser qu'ils vous détesteraient, même pour eux c'est pas cool, parce que c'est vos parents. Donc voilà. Et en parlant de peur de se faire juger, il faut que vous sachiez qu'il y a autant de versions de vous-même qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Chaque personne qui vous a aperçu, qui vous a connu
avec qui vous avez parlé, avec qui vous avez vécu, elle a une version de vous qu'une autre personne ne va pas avoir. Donc en fait, chaque personne, même une personne juste qui vous a aperçu dans la rue marcher, elle se fait une opinion de vous, rien qu'avec votre démarche ou votre façon de vous habiller. Donc en fait, il y a autant d'avis sur vous que de personnes qu'il y a sur Terre. Et là où c'est dangereux, c'est quand vous accordez de l'importance à ce que les gens pensent de vous. Encore plus quand c'est pas vrai. Vous, si vous vous connaissez, vous savez où vous allez. Vos proches vous connaissent. Ceux à qui vous tenez vous connaissent. Votre famille vous connaissent. Ils savent où vous allez. Bref, ils connaissent vos intentions, ils connaissent vos choix, ils connaissent tout le parcours qui a mené à certaines décisions dans votre vie. Ça suffit. Et même là, c'est pas stable en vrai. On peut tous se faire juger par quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Mais si vous accordez de l'importance à tout ce que les gens ont à dire sur vous, encore une fois, vous n'allez pas être heureux. Et je vous le dis, même en tant que personne qui est sur Internet, et du coup, les jugements, ils sont d'autant plus disproportionnés. Moi, j'ai tout entendu sur moi. Quand j'ouvre Internet, je vois 1000 versions de ma personne. J'ai l'impression de moi-même découvrir des parties de moi que j'avais jamais vues. Vous allez le remarquer quand il y a des gens qui accordent de l'importance à ce que les autres disent sur Internet. Vous allez le remarquer même dans la manière dont ils font leur contenu. C'est qu'ils vont passer des heures et des heures à se justifier. En TikTok, en commentaire, en nanani. Et surtout dans le cas où, par exemple, il y a des filles comme moi qui portent le foulard. Si j'avais pris à cœur ne serait-ce qu'un commentaire sur mon foulard depuis le début de ma carrière Internet et même du fait que je le porte, je l'aurais enlevé depuis tellement longtemps. La première année où je l'ai mis, j'étais pas sur Internet. Moi, je l'ai mis aux alentours de mes 14 ans. Même des gens que je pensais pas qu'ils allaient me critiquer l'ont fait. Si je les avais écoutés, si j'avais pris à cœur ce qu'ils disaient. En fait, vous voyez comment la vie, elle est différente quand vous prenez à cœur ce que les gens ils disent sur vous et quand vous le faites pas. Comment finalement, quand vous les écoutez pas, vous restez authentique à vous-même. Et quand finalement, vous vous nourrissez de la vie des autres, comment vous vous perdez dans tout ça, vous confondez vos propres intentions. C'est maladif en fait, je vous jure, c'est maladif. C'est le pire piège dans lequel tomber avec Internet. Ne faites jamais ça. Parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup plus de gens sur Internet. Et c'est très bien, puisqu'il y a un partage de contenu qui est assez cool. Mais ça ouvre la voie aussi à ça. Parce que les gens sur Internet, ils jugent beaucoup, comme ils n'oseraient pas le faire dans la vraie vie. Parce que moi, il faut que vous sachiez un truc, tout ce qu'on me dit sur Internet, jamais personne n'est venu me le dire en face. À part si c'est pour des compliments et des choses graves gentilles, et je suis trop contente à chaque fois de vous croiser, que ce soit dans tous les pays du monde où je suis allée. Et en fait, moi, quand je ferme Internet, tout ça, ça n'existe plus. C'est pour ça aussi qu'il faut rester connecté à la vie réelle. C'est important de prendre du recul et de pas s'accrocher comme ça à ce qu'on pense de nous ou quoi, parce que sinon on devient juste babouille. Maintenant, après avoir parlé des tips de vie, je vais vous parler par rapport à ce que j'entends sur Internet. Quand on parle de glow up, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, par exemple pour cette année, glow up, cette rentrée là, on va glow up, glow up, glow up. Écoutez-moi bien, le réel glow up qui va avoir de réels effets sur votre vie, c'est votre hygiène de vie. On adore le make-up, grâce à ça on peut être grave joli. Moi aussi j'aime trop le make-up. Mais ça, c'est que la partie extérieure. Partie extérieure qui ne peut pas se valoir à ce que vous allez faire sur votre hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est quoi ? Ce que vous allez ingurgiter. Genre cette année, je me suis vraiment concentrée sur ça. J'ai réalisé à quel point je comprenais pas mon corps. Je suis intolérante au gluten. Je mange du gluten, j'ai mal au ventre. Mon ventre il tire tellement il y a d'air. J'ai l'impression qu'il va exploser. Je suis obligée de tomber au sol tellement j'ai mal. Je suis allergique au gluten. Ça, je l'ai compris. Je buvais pas assez d'eau. Ça, je l'ai compris. Trop d'aliments gras et transformés, ça aussi, je l'ai compris. Je l'ai compris pourquoi ? Parce qu'en changeant mes habitudes, j'ai vu l'effet que ça avait sur mon corps, l'effet que ça avait sur ma digestion, l'effet que ça avait même sur mon mental, l'effet que ça avait sur ma motivation, mon énergie et même mon visage. Quand vous regardez ma tête l'année dernière, j'avais un visage rond. Et j'étais persuadée d'avoir un visage rond, alors que j'ai pas de visage rond, il était juste enflammé en fait. Donc une hygiène de vie, ça passe par ça. Comprendre les besoins de son corps, essayer de les respecter dans la limite du possible et du budget aussi, parce que c'est quand même un budget de bien manger. Après, vous me direz, même pas en vrai, moi je fais 30 € de cours par semaine et j'ai des lentilles, j'ai du fromage, j'ai du poisson, j'ai de la viande, j'ai des légumes, j'ai beaucoup de fibres, j'ai beaucoup de protéines aussi, du yaourt grec. Après, c'est peut-être parce que les courses peuvent être moins chères ici. C'est vrai que la France de Macron, bon, ça... Mais franchement, moi avec 30 €, je fais le taf et je vois les effets que ça a sur mon corps. J'allie ça aussi à une activité. Le fait de se bouger, ça veut dire le fait de marcher. Le fait, je sais pas, de faire 35 minutes de danse. Le sport, c'est très bon pour la santé, c'est essentiel à la santé même, pour que tout circule, pour que vous évacuez les toxines, pour que vous évacuez les mauvaises idées. C'est super important le sport. Et moi, j'étais quelqu'un de très sportive. Avant, j'ai été gymnaste, j'ai été judoka, j'ai fait tellement de sport. Et quand j'ai mis le foulard, comme ils l'interdisaient un peu partout, du coup c'était un peu chaud pour moi de continuer. Après j'ai fait les études, j'ai voyagé, c'était un peu compliqué de trouver un endroit stable où je puisse aller à mes séances et tout. Donc j'ai repris cette année le sport.
Et je vous dis pas comment ça m'a changé la vie. Au niveau de mon poids, au niveau de comment je me sens, au niveau de comment je dors, comment je me réveille, bref, c'est incroyable. L'hygiène de vie, c'est ça. Mais en plus de l'hygiène de vie, je veux qu'on se concentre, s'il vous plaît, sur le fait de, pendant votre jeunesse, concentrer vos dépenses sur votre bien-être et votre éducation. Vous aurez tout le temps d'acheter des sacs de designer. Vous aurez tout le temps plus tard d'acheter du maquillage à foison. Vous aurez tout le temps plus tard de vous faire la garde-robe de vos rêves. Mais tout claquer dans du matériel à l'âge où vous devez vous éduquer, vous instruire, prendre des risques, découvrir la vie, ça va vous ruiner. Ça va vous ruiner. Je vais vous prendre mon exemple à moi. Quand j'étais en Corée du Sud, vous voyez avec toutes les marques de maquillage de skincare qu'il y a. Je me souviens même qu'à l'époque, j'avais un anti-cerne, un mascara et un blush. C'est tout ce que j'avais dans mon maquillage. Ma trousse de maquillage, elle faisait littéralement cette taille-là. Pendant des années. Pendant des années. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Voilà. Mais pendant des années, c'était ça ma trousse de maquillage. Mon maquillage est rentré dans un truc comme ça. C'est la taille de ma main. C'est pas très grand. Voilà. Vous voyez? Et je regrette tellement pas. Je regrette tellement pas. Parce que par exemple, vous voyez le prix du maquillage. Un blush, maintenant, c'est 30 €. Un fond de teint, c'est 50 €. Un mascara, c'est 39 € aussi. Il y a des maquillages pas chers, d'accord? Mais ce qui est demandé en termes de normes de maquillage et de bons produits, c'est vraiment des produits qui sont un peu onéreux, en tout cas pour une jeune personne. Moi, à l'époque, par exemple quand j'étais en Corée, pourquoi je suis allée aussi souvent au Japon? Parce qu'un billet d'avion c'était 100 à 200 €. 100 à 200 € que je n'ai pas mis dans du maquillage, je n'ai pas mis dans des habits. Pendant des années, je me suis habillée en friperie et mes pièces, elles coûtaient grand maximum 10 €. Voilà. Et j'avais pas énormément de vêtements non plus. J'étais un outfit repeater pendant des années et des années. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, à ce moment-là, ma priorité, c'était de voyager. Donc, je claquais tout dans les voyages. Je mettais 100 à 200 € dans mon billet d'avion. Je prenais mon petit capsule hôtel à 20-30 € la nuit. Je mangeais au combini, mes petits onigiri, mes petits trucs. Mais en fait, je suis trop heureuse parce que grâce à ça, je suis allée au Japon 8 fois. J'ai profité des années où j'étais en Asie pour voyager. Je savais que maintenant que je suis là, genre que je m'intéresse un peu plus justement à la cosmétique, à la beauté, à prendre soin de soi et tout. Toutes mes copines, elles me disent, mais t'as vécu en Corée, pourquoi t'es pas partie dans les cliniques? Pourquoi t'as pas acheté ça? Pourquoi t'as pas acheté ci? Et après, je suis en mode, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas acheté ci? Pourquoi j'ai pas acheté ça? En vrai, j'avais pas l'argent. Parce qu'en fait, comme je voyageais et que je mettais tout dans les voyages, ou sinon la nourriture, ou sinon les chambres d'hôtel, ou sinon tout ça, j'avais pas l'argent en fait de mettre ça dans le maquillage. Mais imaginez si à ce moment-là, ma priorité, elle avait été de mettre ça dans le maquillage, dans le truc, bah à contrario, j'aurais pas eu le budget de voyager. Donc en fait, c'était tellement un mal pour un bien. Et je regrette tellement pas d'avoir passé ma vingtaine. Bon là j'en ai 25, voilà, je vais vers les 30. Mais je regrette tellement pas d'avoir passé mes 18-25 ans à juste porter des vêtements de seconde main, faire avec un gloss, un mascara et un anti-cerne. Et en fait, vous voyez, ça apporte aussi autre chose parce que maintenant, le plus important pour la société, c'est vraiment l'apparence. On veut tellement nous rentrer ça dans la tête que le plus important c'est l'apparence, qu'en fait on se rend pas compte qu'on est en train de se tuer la santé mentale, la santé physique et notre budget, nos économies pour atteindre des idéaux qui nous rendront même pas plus heureux. Et pour finir, il y a un autre conseil que j'ai aussi à vous donner. J'ai une impression, c'est pas qu'une impression, je pense qu'on a vraiment tous un problème, d'accord? On fait pas assez de travail de mémoire. Dans le sens où, vous voyez quand dans les films ou dans les dessins animés, les personnages, à l'époque, ils écrivaient tous les soirs dans leur journal intime. Tous les soirs, ils prenaient le temps de se remémorer leur journée, de se remémorer ce qu'ils avaient ressenti, de se remémorer les interactions qu'ils avaient avec les autres, de se remémorer les moments joyeux, les erreurs qu'ils auraient pu faire, se remettre en question aussi. Et en fait, ça, c'est un travail qu'on fait plus. Moi, je l'ai vu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé mon début de cette année, genre surtout entre décembre et avril, à faire un travail de mémoire. Il y a un espèce de file que j'ai trouvé, je vais vous le mettre dans la bio, qui est trop bien. J'avais vu ça, c'était Lou qui conseillait ça de la chaîne Maïline et Lou. C'est un espèce de petit document comme ça, il y est aussi en français, vous pouvez le télécharger gratuitement en français sur internet. En fait, il vous permet de faire un travail de mémoire à la fin de votre année. Et en fait, je m'étais dit, pourquoi pas le faire? Parce que j'étais pas très bien à ce moment-là. Je traversais beaucoup de trucs mentalement, mais vous voyez quand vous vivez en survie pendant des années et que d'un coup,
coup ça vous rattrape comme ça. Bah là ça m'a attrapé comme ça. Du coup plein de trucs que j'avais retardés sur lesquels je devais réfléchir et je l'ai pas fait pendant des années et du coup ça m'a fait du bien d'avoir un document comme ça pour me permettre de me souvenir de plein de trucs. Et en fait c'est anodin mais je vous jure j'avais oublié c'est quoi le plaisir de se rappeler, le plaisir de la nostalgie. Vous savez quoi? Pendant que j'étais en train d'écrire, je m'étais rappelé mon voyage au Japon que j'avais fait l'année d'avant. Et je vous jure que quand j'écrivais chaque détail de ce voyage, j'étais tellement heureuse, j'étais en train de planer. Pendant que j'étais en train d'y penser, pendant que j'étais en train d'écrire, je souriais toute seule comme ça en écrivant sur le papier. Et en fait, c'est pas qu'au travers de se remémorer plein de bons souvenirs que je l'ai fait, ce travail d'écriture, c'est aussi pour me rappeler plein de mauvais souvenirs. Et en fait, en écrivant tous les jours, j'ai compris qu'il y avait des choses qui revenaient dans mon comportement. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qui revenaient dans mes interactions avec les gens. Et en fait, je m'étais dit, attends, ce jour-là, ça s'est passé. Et le mois d'après, ça s'est passé. Et l'année d'avant aussi, il doit y avoir un problème. Et je me suis remis en question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi le problème. Et le truc, c'est que ça m'a pris des semaines de travail interne, d'écriture, de mémoire, vous voyez ou pas? Sauf qu'en fait, je m'étais dit, mais si je m'étais pas rendu compte depuis des années et des années, c'est parce que j'avais jamais pris le temps de me poser avec ma tête, d'affronter ma tête et de me dire la vérité. On est en mode survie et on se remet jamais en question sur nos journées, on prend jamais le temps de digérer nos journées, même on va vivre un trauma pendant une journée et tout ce qu'on va faire c'est juste aller dormir et le lendemain repartir au travail. Non, on peut pas. Vivre comme ça, c'est là après où il y a un jour ça va nous rattraper. Après 25 ans, tout vous rattrape. Tout ce que vous avez mangé de pourri, ça vous rattrape. Les mauvaises fréquentations que vous avez eues, ça vous rattrape. Sur votre santé mentale, sur votre physique, sur plein de choses. Moi, je l'ai vu à 25 ans, j'ai l'impression que je me suis pris une patate. Vous voyez, maintenant, quand j'ai une altercation avec quelqu'un, ou quand je ressens des énergies négatives, ou quand je ressens beaucoup d'énergie positive, je prends le temps de noter. Pas que les trucs mauvais, mais comme je vous l'ai dit, les trucs positifs. Pourquoi? Parce que quand vous notez pas les choses positives aussi, vous faites pas un travail de mémoire sur le bien qui vous tombe sur la tête, vous perdez la notion de rester humble. Parce que si en plus de ça, vous n'avez pas d'amis pour vous rappeler d'où vous venez, qui vous êtes, vous accumulez les biens, les richesses, vous accumulez la chance, tout ce qui vous tombe sur la tête, mais qu'il n'y a pas un moment où vous vous rendez compte que c'est du bien qui vous tombe sur la tête tous les jours, à un moment donné, vous perdez le fil. Vous perdez le fil. Vous êtes en mode non mais c'est normal, c'est ma vie. Vous oubliez que tu viens pas de là de base. C'est une manière de rester humble. C'est une manière de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a, même deux bras, même des cheveux. Juste se rendre compte des bienfaits qu'on a. Et comme je vous l'ai dit, regardez en bas plutôt qu'en haut. Quand vous regardez ce que vous avez et qu'après vous comparez avec tout ce qui se passe dans le monde, vous êtes en mode mais en fait, ça va. Pas dans le sens où vos problèmes ils ont disparu, mais c'est une manière de relativiser sur le fait qu'il y a pire que soi et sur le fait que ça aurait pu être pire. Et moi je pense que c'est une manière aussi de maintenir l'espoir et de maintenir la positivité en fait, parce que si on regarde que les gens qui sont mieux que nous, que les gens qui ont plus d'argent que nous, que les gens qui ont plus d'expérience que nous, que les gens... En fait, on n'avance pas. C'est bien de regarder ces gens-là pour justement s'en inspirer, que ce soit un levier aussi pour des idées qu'on peut avoir, c'est bien de regarder en haut aussi. Mais dès l'instant que ça tourne votre cœur, vous commencez à envier, ou sinon vous vous servez de l'expérience de ces gens-là pour vous dire que dans votre cas, ce sera jamais possible, faut arrêter de regarder les gens en haut, il faut plus regarder en bas. Vous voyez ou pas, c'est un truc d'équilibre comme ça dans la vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous aussi partager votre expérience, les histoires de vie à nous raconter. Voilà, ici là c'est échange d'expérience. On veut une bonne rentrée, on veut une bonne vie et on fait notre mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez aussi comme contenu sur la chaîne. J'avais posé la question sur Instagram, n'hésitez pas à me follow sur Instagram aussi. J'aimerais bien aussi avoir votre avis de gens de YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, restez motivés, restez positifs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bisous.